L'uniforme du capitaine. Anton Tchekhov. Le soleil se levait maussade sur la ville de district. Les coqs s'étiraient à peine, et pourtant, au cabaret du père Rilkin, il y avait déjà des clients. Ils étaient trois, le tailleur Merkoulov, l'agent Jratva et le garçon de perception Smekhounov. Tous étaient un peu ivres. Il n'y a pas à dire, dissertait Merkoulov, tenant par un de ses boutons l'agent de ville. Les gradés du civil, si l'on prend quelqu'un d'un peu haut, font toujours, au point de vue tailleur, la barbe au général. Ne prenons qu'un chambellan. Quel homme est cela? De quelles conditions? Et pourtant, fais le compte. 4 archines du meilleur drap de la fabrique Prundel et Fils, les boutons, le col doré, le pantalon à bandes dorées, tout le jabot en or, de l'or au col, aux manches, aux pattes des poches. Quel éclat! Et qu'il aille ensuite habiller messieurs les maîtres de la cour, les maîtres d'écuyer, les maîtres des cérémonies ou d'autres ministères. Dis, que crois-tu? Nous habillions, je me souviens, un maître de la cour, le comte André Semyonitch Vonlyaïovski. Un uniforme à ne pas s'en approcher. On y porte les doigts et le pouls fait tss, tss. Les vrais seigneurs, quand ils se font habiller, tu n'oses pas aller les déranger. Tu as les mesures, cou. Aller essayer et ajuster, absolument impossible. Si tu es un tailleur capable, tu n'as qu'à faire tout droit sur mesure. Saute du clocher et tombe dans tes bottes. Voilà tout. Près de nous, frère, il y avait, je me souviens, une caserne de gendarmerie. Notre patron, Ossip Yaklitch, pour essayer, choisissait parmi les gendarmes ceux qui de corps se rapprochaient du client. Eh bien, nous avions choisi pour l'uniforme du comte un gendarme convenable. Nous l'appelons. Enfile ça, lui dit-on, beau museau, et rends-toi compte. Tordant, il avait enfilé l'uniforme et regardait sa poitrine. Et quoi? Il se fond, vous savez, il tremble, il se trouve mal. Pour les chefs de police, faisiez-vous aussi des uniformes? S'informa Smekhounov. En voilà des oiseaux rares, dit le tailleur. Des chefs de police, il y en a, à Pétersbourg, autant que de chiens errants. Ici, on met chapeau bas devant eux, et là-bas, on leur dit « Gare-toi, vois où tu marches !» Nous habillons messieurs les militaires et les personnes des 4 premières classes. Si tu es par exemple de la 5e, tu n'es que de la vétille. Repasse dans une semaine, tout sera prêt parce que, excepté le col et les revers de manche, ce n'est rien. Mais quelqu'un de la 4e classe, de la 3e ou supposons de la seconde, le patron nous tapait à tous dans les dents et il fallait courir à la gendarmerie. Nous habillions une fois, mon vieux, le consul de Perse. Nous lui avions cousu sur le jabot et sur le dos pour 1500 roubles de tortillon d'or. Nous pensions qu'il ne paierait pas. Mais si, il a payé. À Pétersbourg, même chez les Tatars, il y a de la noblesse. Merkoulov passa ainsi longtemps. Sous le poids de ses souvenirs, vers 9 heures, il se mit à pleurer et à se plaindre amèrement de la destinée qui le reléguait dans une petite ville, uniquement remplie de marchands et d'artisans. L'agent de ville avait déjà mené 2 personnes au violon. Le garçon de perception était allé 2 fois à la poste et au bureau, et en était revenu, et Merkoulov se plaignait toujours. À midi, debout devant le sacristain, Merkoulov se frappait la poitrine du poing et marmonnait. « Je ne veux pas habiller des mufles. Seul, à Pétersbourg, j'ai habillé le baron Sputzel et messieurs les officiers. Éloigne-toi de moi, calotin à longue robe, que mes yeux ne te voient plus. Éloigne-toi de moi. » Vous vous êtes fait une haute opinion de vous-même, Trifon Pantéléitch, observa le sacristain. Bien qu'artiste dans votre corps d'état, vous ne devriez pas oublier Dieu et la religion. Arius, comme vous, s'était fait une haute opinion de lui-même, et il est mort d'une mort ignominieuse. Vous en mourrez aussi. Eh bien, j'en mourrai. J'aime mieux mourir que de faire des sarraux. Dehors, on entendit soudain une voix de femme. « Mon anathème est ici !» demanda-t-elle. Et la femme du tailleur, Axinia, femme agitée, les manches retroussées et le ventre bridé dans sa jupe, entra dans le cabaret. « Où est-il, l'idole » demanda-t-elle, examinant d'un air malveillant les consommateurs. « Va chez nous, dit-elle à son mari, que le diable te crève, un officier te demande. »« Quel officier » demanda Merkoulov, écarquillant les yeux. « Le diable le sait, il dit qu'il vient pour une commande. » Merkoulov de ses 5 doigts se gratta le nez, ce qui était signe chez lui d'une extrême surprise, et bredouilla. « Ma femme à la berlue. Il y a 15 ans qu'on n'a pas vu une figure honnête, et tout à coup, à présent, un jour maigre, un officier avec une commande. Allons voir. » Il sortit du cabaret en titubant, et se rendit chez lui. Sa femme ne l'avait pas trompé. Sur le seuil de son isba, il vit le capitaine Ourtchaïev, secrétaire du chef de recrutement. « Où étais-tu à rôder ?» lui demanda le capitaine. « Voilà 1 heure que j'attends. Peux-tu me faire un uniforme ?»« Seigneur !» se mit à marmotter Merkoulov, s'engouant et arrachant son chapeau de la tête en même temps qu'une touffe de cheveux. « Croyez-vous, votre noblesse, que ce sera le premier ?»« Ah, Seigneur ! J'ai habillé le baron Sputzel, Édouard Karlitch. Monsieur le lieutenant Zemboulatov me doit encore 6 roubles. »« Ah,
Femme, donne vite un siège à sa noblesse. Dieu me punisse. M'ordonnez-vous de prendre mesure ou me permettez-vous de vous habiller à simple vue? Allons bien, tu fourniras le drap et ce sera prêt dans une semaine. Combien prendras-tu? De grâce, votre noblesse. Que pensez-vous? Fit en souriant Merkulov. Je ne suis pas un marchand. Nous savons comment on se comporte avec les seigneurs. Même quand nous avons habillé le consul de Perse, ça a été sans un mot. Les mesures prises, ayant reconduit le capitaine, le tailleur demeura toute une heure planté dans son isba, regardant sa femme avec hébétude. Il n'y pouvait pas croire. En voilà une aventure. Dites-moi un peu, murmura-t-il enfin. Où prendrai-je l'argent pour le drap? Axinia, mon ami, prête-moi l'argent que nous avons gagné sur la vache. Axinia lui fit la figure et cracha. Peu après, elle jouait de la tisoire, brisait des pots sur la tête de son mari, le tirait par la barbe et s'enfuyait dans la rue en geignant. « Au secours! Ceux qui croient en Dieu, il m'a tué !» Mais ses protestations furent sans effet. Le lendemain matin, elle était au lit, cachant ses bleus aux apprentis, et Merkulov courait les boutiques, s'injuriait avec les marchands et choisissait un drap convenable. Pour le tailleur, une ère nouvelle commença. À son réveil, embrassant de ses yeux troubles l'horizon de sa vie, il ne crachait plus avec acharnement. Et, chose plus prodigieuse que tout, il cessa d'aller au cabaret. Il se tenait à son travail. Après avoir murmuré ses prières, il mettait de grandes lunettes d'acier, se renfrognait et dépliait religieusement le drap sur la table. Au bout d'une semaine, l'uniforme fut prêt. Merkulov le repassa, sortit dans la rue, le suspendit à une barrière et se mit à le brosser. Il enlevait un duvet, s'éloignait à 2 pas, regardait l'uniforme en fermant les yeux, et il enlevait un autre duvet, cela pendant 2 heures. « C'est le diable avec ces messieurs, disait-il aux passants. Je n'en puis plus, je suis éreinté. Ils sont délicats, instruits. Allez les satisfaire. » Le lendemain, il s'enduisit la tête de beurre, se peigna, enveloppa l'uniforme dans un morceau de calicot neuf et se rendit chez le capitaine. « Je n'ai pas le temps de causer avec toi, lourdeau, disait-il à chaque passant qu'il arrêtait lui-même. Ne vois-tu pas que je porte un uniforme au capitaine? Une demi-heure plus tard, il était de retour. « Je vous félicite d'avoir touché de l'argent, Trifon Pantéléitch, lui dit sa femme, un peu embarrassée, souriant largement. « Et tu es une bête, répondit Merkulov. Est-ce que les vrais seigneurs paient tout de suite? Le capitaine n'est pas un marchand pour me verser son argent à la minute. Bête! » Il demeura 2 jours couché sur le poêle, sans boire ni manger, s'adonnant à un sentiment de satisfaction tout pareil à celui d'Hercule après l'accomplissement de ses travaux. Le 3e jour, il partit touché. Sa noblesse est-elle levée? Demanda-t-il à voix basse à l'ordonnance, en se glissant dans l'antichambre. Il reçut une réponse négative, se planta contre le chambranle et se mit à attendre. « Flanque-le dehors !» entendit-il crier après une attente prolongée. « Dis-lui samedi !» La voix du capitaine était rauque. Le samedi suivant, puis un autre, même réponse. Un mois entier, il vint chez le capitaine. Demeurant de longues heures dans l'antichambre, il recevait au lieu d'argent des invitations à déguerpir et à revenir le samedi suivant. Mais il ne se décourageait pas, il ne murmurait pas. Au contraire, il engraissait même. La longue attente dans l'antichambre lui plaisait. « Flanque-le dehors !» résonnait à ses oreilles en douce mélodie. « On reconnaît tout de suite un homme bien né », se disait-il chaque fois avec enthousiasme en revenant de chez le capitaine. Chez nous, à Pétersbourg, ils étaient tous ainsi. Le tailleur aurait consenti à aller jusqu'à la fin de ses jours chez le capitaine et à l'attendre dans l'antichambre si sa femme ne lui eût pas réclamé l'argent de la vache. « Tu apportes l'argent » lui demandait-elle chaque fois. « Non, mauvais chien, que fais-tu donc avec moi? Hein? Mitka, la tisoire !» Revenant du marché, Merkulov, un certain soir, traînait pesamment sur son dos un sac de charbon. Sa femme se hâtait derrière lui. « Tu auras aujourd'hui à la maison de quoi acheter des noisettes. »« Attends, grommelait-elle, pensant à l'argent de la vache. Le tailleur tout d'un coup s'arrêta, cloué sur place, et fit un cri joyeux. Du tractir La Gaîté, devant lequel il passait, un monsieur, en chapeau haute forme, sortait précipitamment, la figure rouge et les yeux allumés. Une queue de billard à la main, nu-tête, les cheveux en désordre, débraillé, le capitaine Ourchaïev le poursuivait. Son nouvel uniforme était blanc de craie, une patte d'épaulette déjetée. Il manquait 3 boutons à la poche de derrière. « Je te forcerai à jouer tricheur !» criait le capitaine, brandissant la queue de billard furieusement, et s'essuyant le front. « Je t'apprendrai, simple brute, à jouer avec les honnêtes gens !»« Regarde un peu, sotte !» murmura Merkulov, poussant sa femme du coude et riant. « On voit tout de suite quelqu'un de noble. Qu'un marchand fasse faire un habit pour sa sale tête de moudjik, il le portera 10 ans sans l'user, et celui-ci a déjà éreinté son uniforme. Il n'y a qu'à en faire un autre. « Va lui demander ton argent !» lui dit Axinia. « Que penses-tu, bête? Dans la rue? Tais-toi !» Il eut beau résister, sa femme le contraignit à aller parler d'argent au capitaine furieux. « Va-t'en !» répondit le capitaine, « tu m'ennuies !»« Je comprends votre noblesse, dit Merkulov. Je ne demanderai pas, mais c'est ma femme, un être sans raison.
Vous savez vous-même quel esprit il peut y avoir dans leur tête de femme. Il y a longtemps, je te dis que tu m'as ennuyé, hurla le capitaine, écarquillant sur lui des yeux troubles et avinés. Ôte-toi de là. Je comprends votre noblesse, dit le tailleur, mais c'est rapport à ma femme, parce que, daignez le savoir, l'argent était celui de la vache. Nous avons vendu notre vache au Pope, le père Judas. Ah, tu vas encore parler, vermine, cria le capitaine. Il déploya le bras et v'là! Le charbon dégringola de sur le dos de Merkulov. Le tailleur vit 1000 chandelles. Son chapeau tomba de sa main. Axinia fut stupéfaite. Elle resta immobile 1 minute, comme la femme de Lot changée en sel. Puis elle avança et regarda timidement son mari. À sa forte surprise, un sourire béat nageait sur son visage. Des larmes brillaient dans ses yeux riants. « On voit tout de suite les vrais messieurs, murmura-t-il. Des gens délicats, instruits. Ce fut exactement de même, au même endroit, quand je portais la pelisse du baron Sputzel, Édouard Karlitch. Il allongea le bras et vloum! Et monsieur le sous-lieutenant Zemboulatov aussi. J'arrivai chez lui, il se leva, et de toute sa force, vloum! Ah, femme, mon bon temps est passé. Tu ne comprends rien. Mon temps est passé. Merkulov fit un geste désespéré. Il ramassa le charbon et se traîna chez lui.